Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pour tout vous dire. À l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie du 13 au 21 mars et de la journée de la francophonie le 20, nous allons mettre le français à l'honneur dans cette émission. Et tout d'abord quelques chiffres, il y avait plus de 300 millions de francophones en 2018 dans le monde, dans 106 pays et territoires, dont environ 235 millions de locuteurs quotidiens, ce qui fait du français la 5e langue la plus parlée. Et on ne le sait pas toujours, mais c'est en Afrique que se trouve le plus grand nombre de francophones. La situation de la francophonie en 2021, ce sera le thème de ce Pour tout vous dire. Sur ce plateau, pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui deux spécialistes de la francophonie, Pierre Chapsal et Roger Pillion, que nous allons retrouver tout de suite. Et dans la deuxième partie, nous en apprendrons plus sur la manière dont se font les dictionnaires, puisque nous accueillerons la directrice éditoriale des éditions Le Robert, Marie-Hélène Driveau. Bonjour à tous les deux, Pierre Chapsal et Roger Pillion, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la francophonie. Bonjour Chad. Pierre Chapsal, vous êtes président de Horizon Public Conseil et maître de conférences associé à l'Institut international pour la francophonie à l'Université Lyon 3. Et Roger Pillion, vous avez travaillé à l'étranger dans la coopération éducative et linguistique avant de devenir sous-directeur chargé de la politique linguistique et éducative au ministère des Affaires étrangères, puis directeur adjoint du Centre international d'études pédagogiques qui s'appelle à présent France Éducation Internationale. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, la fête de la francophonie, elle a été créée en 1988. Quel est l'objectif et comment a été lancée cette opération? Peut-être Pierre Chapsal pour commencer. Alors l'objectif, c'est évidemment de célébrer la langue française, mais à travers la langue française, c'est également de célébrer quelque part la solidarité entre les gens qui parlent français. Et en fait, la francophonie, c'est à la fois une communauté de locuteurs qui s'expriment en français, mais c'est aussi une communauté de gens qui partagent des valeurs en commun. Et donc la journée de la francophonie, c'est la célébration de la langue et de ses valeurs. Roger Pillion, vous êtes d'accord avec cette définition? Oh, elle est très complète, oui. Comment a été créée cette fête? Elle a été créée par les pays donc, qui étaient membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et la semaine de la francophonie a été créée par certains pays qui avaient pris des initiatives nationale. Oui, parce qu'il y a la journée de la francophonie et la semaine de la francophonie, et elles ont lieu à peu près au même moment. Hein. Elles ont lieu en même temps, et il y a même aujourd'hui beaucoup de pays où on consacre le mois de mars dans son ensemble à la francophonie. Alors comment elle est célébrée justement, cette fête ? Alors, il y a plein de manifestations autour de la langue française. Il y a des concours, il y a des manifestations, des expositions, il y a du spectacle vivant. C'est important parce qu'effectivement, il y a une date symbolique, c'est celle du 20 mars, mais qui est une date un peu institutionnelle. C'est la création de la première agence de coopération en francophonie. Et le fait de la faire maintenant, d'étendre la célébration sur plusieurs jours, sur une semaine, permet de rendre un côté plus populaire, de démocratiser la francophonie. Donc il y a plein de manifestations différentes, partout dans le monde, pas simplement dans les pays francophones, et c'est ça qui est intéressant aussi d'observer. La francophonie évolue avec le reste de la société. Le thème de la fête cette année est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Qu'est-ce que vous pensez du choix de ce thème pour cette année ? C'est un thème qui est important parce qu'il est évidemment au cœur de l'actualité, mais il correspond aussi à cette adéquation entre la langue française et les valeurs qu'elle véhicule. Et parmi ces valeurs, il y a beaucoup de choses qui concernent la dignité humaine, les droits de l'homme, mais aussi l'égalité homme-femme. Et ce qui est intéressant dans la francophonie, c'est que c'est une organisation internationale, l'OIF, et dont la direction est assumée, le secrétariat général est assumé par une femme, Louise Mushikiwabo. Et en fait, il y avait déjà eu une prédécesseuse, c'était Michaëlle Jean, et donc c'est une des rares grandes organisations internationales qui est présidée, ou en tout cas dirigée par une femme. Et donc mettre les femmes au cœur de la célébration de la journée de la francophonie, c'est important, parce que c'est le rôle et la place des femmes dans le monde aussi qui est célébré. On entend souvent dire que le français a besoin d'être protégé. Est-ce que c'est vrai d'après vous ? Protéger, oui et non. Nous avons un article de la Constitution en France qui dit que le français est la langue de la République. Hein, c'est l'article 2.
Et en 1994, une loi a été créée pour défendre effectivement le français, ou en tout cas protéger les utilisateurs du français, leur permettre d'avoir en permanence et dans tous les domaines un accès à la langue française, alors que c'était le début de la mondialisation. Il y avait eu un bilan fait au Sénat 20 ans après qui a recueilli quand même un assentiment général sur l'intérêt de cette loi. Donc oui, on a raison de protéger la langue française, mais pas seulement à travers la loi. Il y a aussi tout un travail à faire sur le vocabulaire. Alors justement, en parlant du vocabulaire, aujourd'hui, les mots en anglais sont très présents dans notre vocabulaire, dans la vie quotidienne. D'après vous, est-ce que ça fait partie des menaces qui pèsent sur le français, Pierre Chapsal? Alors, une menace, oui, bien sûr. J'aurais tendance à vous répondre, il faut faire avec. C'est un phénomène qui est quand même qu'on observe partout dans le monde. Hein. Les mots anglais, c'est pas spécifique à la langue française. Il faut évidemment se protéger, mais je crois que la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Et donc, plutôt que d'avoir une vision peut-être parfois patrimoniale de la langue française, il ne faut pas avoir peur d'intégrer des mots qui viennent d'ailleurs, mais aussi d'essayer de faire en sorte que le français, la langue française, soit elle-même véhicule de nouveaux mots. Donc pour ça, il faut être meilleur en innovation, en inventant des modèles, des concepts, des notions, des produits nouveaux. Et puis, il faut évidemment promouvoir la langue française à travers son enseignement. Et donc, plus on va enseigner la langue française, plus on va la parler, plus on va évidemment la défendre et plus on aura la capacité d'intégrer du vocabulaire issu d'ailleurs sans forcément dénaturer notre propre langue. Alors vous parliez d'attaque tout à l'heure, justement, au moment du Brexit, certains ont laissé entendre que le français pourrait prendre la place de l'anglais au niveau de la structure européenne et devenir la langue du business en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un idéal, c'est une vision un peu idéale de l'Europe. Quand l'Europe s'est créée, il y avait 6 États, il y en avait 3 qui étaient francophones. Donc évidemment, la langue française avait une place particulière. L'Europe s'est étendue, aujourd'hui il y a beaucoup plus d'États, quasiment une trentaine aujourd'hui, et l'anglais est devenu une langue de travail. Est-ce que le départ des Britanniques va faire en sorte que l'anglais disparaisse ? Très honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'on gardera quand même la langue anglaise comme langue de travail, et encore une fois, promouvons la langue française pour qu'elle soit utilisée au maximum. Alors aujourd'hui, les nouvelles rockstars, ce sont les conférenciers. La tendance vient des États-Unis et se développe un peu partout. Un exemple, en France, les concours d'art oratoire, autrefois cantonnés aux écoles de droit et de sciences politiques, se multiplient du lycée à l'entreprise. Je vous propose d'aller voir comment se déroule une séance de cours d'éloquence organisée par une association d'Aubervilliers. Travail sur le corps, posture, occupation de l'espace, gestuelle, exercice d'articulation. C'est avec ces outils ludiques qu'Herman Decous accompagne ses étudiants pour leur permettre d'améliorer leur confiance en eux et leur capacité de prise de parole en public. Relativement peu développée dans l'enseignement scolaire en France, davantage centrée sur l'écrit, l'éloquence est une compétence de plus en plus appréciée des recruteurs. Résultat, depuis quelques années, la demande s'intensifie et le coach est de plus en plus sollicité. Son objectif, enseigner à ses élèves à oser. En France, on a un petit peu peur de s'exprimer à l'oral. On est bon à l'écrit, on écrit très bien parce que depuis qu'on est tout petit, on prend le temps d'écrire et il faut très bien écrire, il faut faire attention à l'orthographe. Et à l'oral, on a peur. On a peur de quoi ? On a peur du jugement, on a peur du regard des autres. Et c'est quelque chose que les Américains, par exemple, ils ont beaucoup. L'éloquence, parler à l'oral, prendre la parole. Ici, on a un petit peu plus du mal, mais aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train de se créer autour de l'éloquence et de la prise de parole en public, avec beaucoup de concours d'éloquence. D'ailleurs, au sein des écoles où j'interviens, il y a des concours d'éloquence. Et de plus en plus, les jeunes ont envie, et il y a cette tendance aussi en France où il est important de savoir bien s'exprimer. S'exprimer avec aisance, un atout pour la vie professionnelle, mais aussi un plaisir pour ces élèves qui parviennent en quelques exercices à vaincre leur timidité et dépasser leurs limites.
J'ai ressenti en fait une libération quand on passe pour faire des exercices devant toute la classe. On est une vingtaine. Quand on passe devant toute cette classe et qu'on se sent libéré, qu'on se sent accepté, on arrive à débloquer quelque chose qui nous fait nous sentir mieux et nous aide à nous développer. Alors le cours d'éloquence, ça m'aide beaucoup pour mes projets d'avenir, professionnels et aussi personnels, pour apprendre à connaître plus de personnes, à m'ouvrir aux gens et à ne pas rester enfermé sur moi-même, ne pas avoir peur de la foule surtout. Et au niveau professionnel, ça va énormément m'aider à m'affirmer et à prendre ma place. Mais alors, quels sont les trucs pour s'exprimer en public avec aisance? Pour Herman Decous, il s'agit surtout de ne pas rester passif et de faire parler ses émotions. En vrai, il n'y a pas de recette miracle. J'ai des outils techniques, j'ai aussi des outils mémotechniques, et il faut savoir aussi écouter son cœur. Et quand on écoute son cœur, le cœur nous guide, et nous guide au-delà des fois de nos espérances. L'authenticité pour se convaincre et convaincre. Cette mode de l'art oratoire, d'après vous, c'est un atout pour la francophonie, Roger Pillion? Je trouve que c'est une belle initiative, oui. Et c'est très important de s'exprimer avec éloquence. Et vous êtes d'accord aussi à propos de cette tyrannie de l'écrit et de l'orthographe en français? Bon, il ne faut rien exagérer. Disons que, bizarrement, les Français s'intéressent peu à la langue française à l'international. Bon, ils ne se sentent pas francophones, ils sont français. Et quand on parle de la francophonie, ça les intéresse peu. Par contre, ils sont très attachés à leur langue. Et je vais en donner un exemple. La dernière réforme de l'orthographe date de 1990. Et les mesures d'application pour les manuels scolaires remontent à 2016. Il a fallu 26 ans pour qu'on passe de cette réforme, qui était une mini-réforme, qui touchait à peu de choses dans la langue, à son application dans les manuels scolaires. Donc ça revêt une importance colossale. La langue française, c'est une vache sacrée. On n'y touche pas. Et pourtant, dans les faits, beaucoup d'élèves ont de plus en plus de mal à maîtriser le français. On le voit bien dans l'utilisation des textos. En même temps, une réforme sur le plan politique est très difficile à faire passer. Oui, alors, donc, en parallèle avec cet attachement des Français pour leur langue dont vous venez de parler, il y a aussi aujourd'hui le développement du langage texto qui autorise, alors là, toutes les fautes d'orthographe, elles sont même plutôt bienvenues. Ça va changer quelque chose d'après vous ? Oui, ça change évidemment la façon de s'exprimer, mais ça rejoint votre question sur l'art oratoire. La rhétorique, on en pratiquait déjà l'Antiquité. Les Romains adoraient l'art oratoire. C'était en fait quelque chose qui était l'apanage de quelques professions finalement. Les avocats, les journalistes, les artistes, les hommes politiques. Aujourd'hui, savoir s'exprimer à l'oral, c'est devenu une compétence qu'on doit utiliser finalement quel que soit notre secteur d'activité. De même qu'utiliser les textos est devenu quelque chose d'extrêmement banal. Si vous ne savez pas le faire et si vous n'avez pas les nouveaux codes, en fait, vous faites des fautes quand vous vous exprimez bien. Finalement, c'est presque l'erreur est inversée. Et donc, il faut savoir utiliser des textos, il faut faire des fautes, peu importe. L'essentiel, c'est de peut-être faire des fautes quand on fait des textos et d'avoir une orthographe rigoureuse et parfaite quand on s'exprime à l'écrit. Et puis, évidemment, de savoir parler à l'oral aujourd'hui. Exactement, il faut savoir tout faire. Alors, le poids de la langue française est parfois méconnu. Elle est pourtant la deuxième langue la plus apprise dans le monde. C'est exact ? Alors oui, c'est exact. En fait, on s'en rend compte quand on voyage. Quand on voyage, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens qui parlent français. Alors, ils ne parlent pas forcément français comme vous et moi. Encore que, il y a des locuteurs étrangers qui parlent français, un français absolument parfait. Et c'est une langue qui est importante parce que, finalement, elle a deux publics. Vous avez les gens qui apprennent à parler français parce qu'ils aiment la culture française, la France, et ils ont un attachement presque affectif à ce pays, à cette culture, à cette histoire. Et puis, vous avez des gens qui apprennent à parler français, et ça, c'est très intéressant pour la suite et l'avenir de la langue française, parce que c'est une langue utile. C'est une langue qui nous permet de voyager, de déplacer, de commercer. La francophonie, c'est entre 15 et 16% du PIB mondial quand vous faites le poids de la francophonie économique. Donc parler français, c'est aussi, par exemple, pour des Chinois ou pour des Indiens ou pour des Brésiliens, une façon d'accéder à un marché.
Alors vous, Roger Pillion, vous avez abordé ce sujet dans un livre que vous avez publié en 2017, je crois, avec Marie-Laure Poletti, qui s'appelle « Et le monde parlera français ». Vous voulez nous en dire un mot ? Oui, c'est un livre qui était en fait un appel au pouvoir public de ne pas se désintéresser de ce sujet qui nous semblait important à Marie-Laure Poletti et à moi. Il présente les enjeux, les acteurs et puis les stratégies qui permettent de promouvoir la langue française de façon intelligente et au nom du plurilinguisme et de la diversité. Alors, est-ce que le monde parlera français ? Alors, si on en croit les projections de l'Organisation internationale de la francophonie, le français devrait devenir la deuxième ou la troisième langue la plus parlée dans le monde à l'horizon de 2050-2060. Quand on analyse l'importance relative d'une langue, il ne faut pas s'en tenir simplement au nombre de locuteurs. La langue la plus parlée dans le monde, c'est le mandarin. Mais ce n'est pas la langue la plus importante. La langue la plus importante aujourd'hui, c'est l'anglais. Et loin derrière, viennent à peu près à égalité l'espagnol et le français, selon un outil que je recommande vivement à votre public, qui est le baromètre des langues du sociolinguiste Louis-Jean Calvé, qui a fait un outil très intéressant sur Internet, libre d'accès, qui permet, à partir de différents critères, de mesurer l'importance relative des langues, des 500 langues les plus parlées dans le monde. Et on est étonné, et les Français le savent généralement pas, que le français se situe aussi bien. Alors, les critères qui sont pris en compte, c'est la diffusion internationale de la langue. Le français est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. Qui le sait? C'est aussi la véhicularité de la langue, c'est-à-dire son emploi dans des conditions multilingues. Mais ce qui fait la grande originalité du français par rapport aux autres grandes langues internationales, c'est qu'elle est partagée par une majorité de gens qui ne sont pas seulement francophones, qui sont plurilingues, qui sont bilingues au moins, souvent plurilingues, et qui utilisent le français, néanmoins, comme vous l'avez dit, très souvent de façon quotidienne. Et ça, c'est une dimension importante. La légitimité de la promotion du français, elle s'inscrit dans le plurilinguisme et la promotion de la diversité culturelle. Et puis il y a une autre donnée qu'on oublie, nous aussi, parfois ici en France métropolitaine, c'est que plus de 60% des locuteurs quotidiens de français se trouvent aujourd'hui sur le continent africain. C'est important à prendre en considération. Oui, c'est important à prendre en considération. Et Roger le disait très bien, nous, on a une vision un peu particulière de la langue française. D'abord parce que c'est la nôtre, évidemment. On y est attaché, c'est notre bébé, on la pratique tous les jours. Mais on est dans un pays monolingue. Et il se trouve que la plupart des États dans le monde où il y a des gens qui parlent français ne sont pas des États monolingues. Ce sont des États qui ont un plurilinguisme et au moins un bilinguisme. Et donc, un des efforts que nous pouvons faire ou que nous pourrons développer en France, c'est justement d'avoir une capacité à mieux intégrer aussi nos langues vivantes. On n'est pas forcément les meilleurs dans l'expression des langues vivantes, ça nous est souvent reproché. Et en fait, apprendre des langues vivantes étrangères nous permet aussi de comprendre comment les étrangers apprennent la langue française, non pas comme langue numéro 1, mais comme langue pivot, comme langue complémentaire ou comme langue usuelle. Donc c'est très important et l'Afrique, de ce point de vue-là, est très diverse dans son expression linguistique. Et est-ce que aussi, d'autre part, on ne devrait pas intégrer davantage de particularisme langagier venant de ces régions ? Ah bah oui, nous on a même à l'Université Lyon 3, à l'Institut international pour la francophonie, un chercheur qui s'appelle Noé Gasparini, qui travaille sur un dictionnaire des francophones. Et donc, on parlera évidemment de dictionnaire dans quelques instants, mais un dictionnaire, c'est entre 60 et 100 000 mots à peu près. Le dictionnaire des francophones, c'est à peu près 400 000 entrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le français n'est pas parlé de la même façon partout. Bien sûr qu'il y a les Québécois sont très forts pour inventer des nouveaux mots, par exemple, ou des expressions. Nous, on regarde ça un petit peu avec le sourire, mais
en réalité, c'est la meilleure réponse à l'idée qu'il faut défendre le français. Le défendre, ça veut dire le faire évoluer, intégrer des mots nouveaux, inventer des mots nouveaux. Et donc, pour ça, il faut évidemment s'inspirer et intégrer ce que font aussi les autres francophones, pas simplement les Français. Et ne pas croire que le bon français n'est que celui qui est parlé en France. Et non. Alors, la francophonie, c'est un espace géoculturel et géopolitique. Promouvoir la francophonie, c'est aussi promouvoir le soft power français. Roger Pillion. Oui, nous disions que nous avions 36 pays, il y avait 36 pays de l'espace francophone, qui constituent l'espace francophone. Mais savez-vous combien de pays font partie de l'Organisation internationale de la francophonie ? 82 pays, 88 en comptant les États et gouvernements qui ne sont pas des pays à part entière, comme le Québec ou la Louisiane, par exemple. Ce qui montre l'attractivité énorme qu'exerce la représentation que les étrangers ont du français pour demander à adhérer à un espace dont la raison d'être est la langue française. Pierre Chapsal, oui, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet ? On travaille beaucoup sur cette notion de soft power, pour parler en bon français. Encore une fois. C'est la question de l'influence dans les relations internationales, au-delà du rapport de force politique, militaire qui est traditionnel. Le facteur culturel, à l'évidence, est un des facteurs aujourd'hui d'influence quand on est un État et quand cet État veut avoir une certaine puissance, reconnaissance, influence sur la scène internationale. Ce qui est important, c'est que quand vous travaillez sur la langue française dans cette perspective de soft power, c'est que vous pouvez y articuler des valeurs, mais aussi des concepts. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Le concept de laïcité, dont on parle beaucoup, qui nous est très cher, c'est un concept qui n'a pas d'équivalent dans la langue anglaise. On s'en est rendu compte quand on a rédigé au niveau européen la Charte européenne des droits fondamentaux dans les années 2000. Et donc, il y avait une question pour savoir comment on pouvait traduire cette acception de laïcité, puisque c'était un des chevaux de bataille des Français notamment. Et en fait, on a trouvé neutralité, égalité, on a essayé de travailler autour, mais on n'y arrivait pas. Donc, avoir un enseignement du français avec l'histoire de France, la culture qui va avec, et porter des termes comme laïcité permet de faire aussi connaître et peut-être partager des sujets qui nous sont chers et qui peuvent être une source, parmi d'autres, de solutions dans le monde qui nous entoure pour répondre aux grands enjeux du défi du monde actuel. Alors merci pour cet échange très enrichissant. Je vous propose maintenant d'accueillir Marie-Hélène Drivaud qui va nous rejoindre par visioconférence pour poursuivre avec un focus sur un outil inséparable de la langue, le dictionnaire. Bonjour Marie-Hélène Drivaud. Bonjour. Alors, je vous présente rapidement aux téléspectateurs. Vous avez une profession passionnante puisque vous êtes directrice éditoriale des éditions Le Robert et c'est une profession qu'on ne connaît pas forcément très bien puisque vous êtes donc dans les petits secrets de fabrication du dictionnaire, le Petit Robert notamment. Alors le Petit Robert, tous ceux qui ont un jour étudié le français le connaissent. C'est une véritable institution. Il est né en 1967 et aujourd'hui il existe en version électronique. Mais qu'est-ce qui fait son succès et sa longévité ? Marie-Hélène Drivaud. Je crois que le succès du Petit Robert vient de la connivence qui s'est établie immédiatement entre ce dictionnaire et ses lecteurs. Et ces lecteurs, pour la première fois, trouvaient leur époque dans un dictionnaire. C'était le dictionnaire de leur temps, de leur monde. Et c'était vraiment très nouveau. Il ne faut pas oublier que 1967, comme vous l'avez rappelé, c'est juste avant 1968 et on avait envie de nouveautés, de rafraîchissement. Et jusqu'à cette date, le dictionnaire était un objet poussiéreux, vieillot, puisque l'ancêtre du Petit Robert, c'est le Littré qui date du 19e siècle. Et brusquement, dans le Petit Robert, on trouvait sa propre façon de parler, même si on était jeune. On trouvait ses lectures, puisqu'il y avait des citations de Raymond Queneau et de Françoise Sagan. Ça fait sourire maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment extrêmement novateur. On y trouvait une modernité, une ouverture sur le monde qui n'existait pas. Mais pas seulement ça, c'était aussi une analyse extrêmement rigoureuse des sens et une description complète du français, donc à travers le temps, des usages classiques, modernes. On citait Villon, mais Queneau aussi. Le français à travers l'espace, il y avait des variations régionales qui étaient décrites et également
le français selon la situation de communication. Ça pouvait être le français familier ou le français extrêmement soutenu. Roger Pillion, vous voulez ajouter quelque chose sur l'importance justement de cet outil de référence qu'est le Petit Robert, et puis on a aussi le Petit Larousse en France? Oui, le Petit Robert, effectivement, est la référence en matière de langue. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer aujourd'hui le français sans le Petit Robert. Alors le français est une langue qui est langue vivante. De nouveaux mots font leur apparition chaque année dans les dictionnaires et ils sont le reflet de cette évolution. Chaque année, combien de mots environ font leur entrée dans le Petit Robert, Marie-Hélène Driveau? Chaque année, on ajoute une bonne centaine de mots. Les mots nouveaux sont la partie évidemment la plus médiatisée de l'évolution de la langue et de notre travail. Tout le monde les remarque, avec amusement ou agacement, mais enfin, ils ne laissent pas indifférents. Mais notre travail va beaucoup plus loin, puisqu'on s'occupe aussi des sens nouveaux, des expressions nouvelles, on change des exemples pour rester toujours moderne. Et cette modernité fait partie des valeurs du Petit Robert. Alors, l'édition 2021 n'est pas encore sortie. Parmi les termes retenus pour 2020, moi j'ai noté quelques-uns qui m'ont plu. Ramen, donc un plat japonais, crypto-monnaie, scroller ou encore éco-pâturage. Comment sont choisis ces mots sur tous ceux qui envahissent la langue française, tous les nouveaux mots qui arrivent chaque année? Comment sont choisis spécifiquement ces mots? Alors, le travail de collecte se fait toute l'année, bien sûr. On ne se réveille pas la veille de la mise à jour. Au Robert, on a des grands yeux et des grandes oreilles, comme on aime le dire. On est en alerte permanente. On est extrêmement vigilant à tout ce qui se passe. On va surveiller la presse, les réseaux sociaux, la littérature contemporaine. On écoute les médias et on recueille tout ce qui nous intéresse, les mots nouveaux, les sens, les expressions, les féminins, les nouvelles graphies. Et on va stocker tout ça en base de données. Le service de documentation va nous faire une première sélection et après, on va voter lors d'un comité éditorial pour choisir ces nouveautés. Et c'est une responsabilité aussi. Oui, introduire un mot dans le dictionnaire, c'est lui donner une légitimité et ça a de lourdes conséquences. On pense par exemple à l'exemple du Robert Junior, qui est un dictionnaire pour le primaire. Quand on avait interrogé les enseignants au moment de sa conception pour savoir s'il fallait mettre des mots familiers ou pas, par exemple, les enseignants avaient répondu non, 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 leur présence dans le dictionnaire les légitimerait. Et ça serait difficile de reprendre un enfant qui utiliserait ce vocabulaire familier puisqu'il nous répondrait « Ah mais madame, c'est dans le dictionnaire ». Alors pour cette année, je suppose qu'il y aura tous les mots liés à la crise sanitaire. Oui. D'ailleurs, ils ont été ajoutés déjà dans la version numérique l'année dernière, puisqu'il y avait déjà tout un vocabulaire qui était arrivé et on n'imaginait pas ne pas les faire figurer très rapidement dans le Petit Robert. Des mots étaient déjà présents, cluster, chloroquine, hydroalcoolique, tout ça c'était déjà dans le Petit Robert, mais on a ajouté évidemment déconfinement, gestes barrières, distanciation sociale qui n'étaient pas encore présents. Et puis il y a ce que vous avez appelé le lexicovide. Oui, en réaction à tout ce vocabulaire un petit peu anxiogène tout de même, le Robert a proposé le Dicovid plus exactement, c'est-à-dire que chaque année on organise un jeu et on demande à nos abonnés des réseaux sociaux d'inventer des mots pour dire leur expérience, leur vécu, leur ressenti face à cette crise totalement inédite. Et ils ont créé des choses assez drôles. Vaccin glinglin, par exemple, mot valise entre vaccin et Saint-Glinglin pour évoquer la date éloignée de disponibilité du vaccin. Sermitouflé, là aussi un mot valise entre ermite et sans mitouflé pour rester sous sa couette et attendre que ça passe. La mélancovide, que tout le monde a pu connaître, ou encore pénurie, mais riz écrit IZ à la fin pour faire allusion aux razzias qui se sont produites sur les produits alimentaires. Dont le riz.
Vous voulez réagir, Pierre Chapsal, vous qui parliez tout à l'heure justement d'enrichir la langue pour la faire vivre? Ah bah oui, là on a un exemple qui est merveilleux. En plus, le Robert, c'est évidemment une des références absolues. Ça fait partie aussi même des beaux objets. On parlait tout à l'heure de l'écrit, de l'oral. Il y a aussi un culte de l'objet et un dictionnaire sur son bureau, dans sa bibliothèque. C'est bien dans la bibliothèque, mais l'avoir sur le bureau, le feuilleter, découvrir des mots, au hasard des pages, c'est vraiment un exercice fabuleux. Je note également qu'il y a une version maintenant numérique. Et donc, c'est aussi montrer la complémentarité et le fait que finalement la langue évolue. Et son évolution est infinie, sinon elle meurt. Et de même, les modes d'expression, les médias, les dictionnaires, eux aussi évoluent dans leur forme, mais même dans leur format. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est ça qui nous nourrit plein d'espoir pour la suite. Alors j'ai une autre question, Marie-Hélène Driveau. On parlait tout à l'heure des mots qui sont intégrés chaque année au dictionnaire. Est-ce que des mots sont supprimés parce que peu usités et finalement en quelque sorte inutiles? Alors, c'est une inquiétude légitime qui revient souvent et je vous rassure tout de suite, non. À la différence d'autres dictionnaires qui pratiquent ce genre de choses, pas dans le Petit Robert, puisque c'est un dictionnaire historique qui décrit le français des époques passées et les mots ne disparaissent jamais vraiment. On peut les rencontrer dans la littérature, dans un livre, même s'ils ne sont plus employés activement par les locuteurs. Et donc on va signaler que ce mot est vieilli, c'est-à-dire que les jeunes ne l'emploient plus, voire vieux, c'est-à-dire que plus personne ne l'emploie actuellement. Mais nous ne sommes pas des tueurs de mots et on ne supprime rien dans le Petit Robert. Alors, dans certains cas, des mots sont introduits dans la langue pour essayer de remplacer des mots d'anglais qui sont venus comme ça occuper nos conversations. Je pense par exemple au terme divulgaché qui a été proposé pour remplacer le mot spoiler en anglais. Est-ce que vous pensez que ces mots ont une chance finalement de conquérir le public et d'être véritablement des mots utilisés dans la vie quotidienne, ou c'est un petit peu utopique de voir les choses comme ça? Alors là, vous abordez le sujet des recommandations officielles. Tout le monde ne sait pas, mais il y a une commission de terminologie en France qui propose des équivalents français aux anglicismes, enfin aux mots étrangers en général, mais ce sont souvent des anglicismes. Et ce verbe divulgacher est la recommandation officielle employée au Québec. C'est le Québec qui l'a formé. Il est moins employé en France, d'abord parce que la situation du français n'est pas la même. Et en France, ces recommandations officielles arrivent souvent tard, même elles changent au cours du temps, donc c'est difficile de s'implanter. Et l'anglicisme s'est déjà bien imposé et c'est difficile de faire changer les habitudes. Mais bon, certaines recommandations connaissent le succès. Si on pense par exemple autrefois à Baladeur, qui avait quand même fait une carrière intéressante. Oui, c'est vrai. Il y a quelques exemples réussis en la matière. Mais justement, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Il y a évidemment beaucoup de pays francophones dans le monde. Il n'y a pas que la France. Comment travaillez-vous avec justement ces pays francophones pour dénicher des termes susceptibles d'être ajoutés dans le Petit Robert? Alors, pour les grandes régions de la francophonie, nous faisons appel à des informateurs. Pour la Belgique, par exemple, nous travaillons avec Michel Francard, qui est auteur d'un remarquable dictionnaire des belgicismes. Et en plus ça, il travaille, lui, avec un concept de vitalité. Donc, il prend vraiment que les mots très, très vivants à l'heure actuelle. Il a toute une équipe à Louvain qui travaille avec lui. À Montréal, nous travaillons avec Guy Bertrand, qui est premier conseiller linguistique de Radio-Canada et qui lui-même anime inlassablement des émissions où il donne des conseils, des explications. Il n'est jamais culpabilisant, il travaille vraiment dans le même esprit que nous. Il connaît le Petit Robert aussi bien que moi et c'est un grand plaisir d'échanger nos expériences. Et donc le Petit Robert a toujours été ouvert à tous les usages régionaux, à tous les Français, que ce soit le français de France ou des zones de la francophonie. Si on prend l'exemple par exemple de Chocolatine, qui agite régulièrement les réseaux sociaux, il est en concurrence avec pain au chocolat pour désigner exactement la même viennoiserie. Chocolatine est un mot du sud-ouest de la France,
qui était inconnu à Paris il y a peu de temps, mais c'est également le mot employé au Québec. Donc chocolatine est tout à fait présent dans le Petit Robert. Une polémique qu'on connaît bien. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous dévoiler quelques nouveautés de 2021 ? Alors, l'édition à paraître sera millésimée 2022. Elle sera disponible au milieu de l'année, mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Je suis désolée, c'est secret défense. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène Driveau, d'avoir été avec nous. Et merci à vous deux, Pierre Chapsal et Roger Pillion, d'être venus parler de la francophonie et de la langue française à l'occasion de la fête qui leur est consacrée. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.